Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, votre heure d'information en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec ce soir le plan de relance de la métropole Nice-Côte d'Azur. Il a été signé ce matin en présence du Premier ministre Jean Castex et du maire et président de la métropole Christian Estrosi. C'était à Matignon, 2,5 milliards d'euros sur la table. Objectif 15 mai, c'est la date qu'ont tous les restaurateurs en tête. Elle devrait être officialisée et en tout cas la profession est impatiente. Nous en discuterons notamment avec Frédéric Jean-Jean, le président de l'UMI dans les Bouches-du-Rhône, secrétaire général. Et puis les Rolling Stones au stade Vélodrome. Alors malheureusement, ce ne sera pas un concert, mais une grande exposition événement, 2500 mètres carrés pour vous immerger dans la carrière du plus grand groupe de rock du monde. Philippe Manœuvre, le célèbre journaliste, sera avec nous à la fin de ce grand direct, notamment pour nous parler du rapport du groupe britannique avec Marseille et la Côte d'Azur. Voilà pour le sommaire de cette émission. Nous serons également avec Guilhem Ricavi, le directeur des rédactions du groupe La Provence, pour parler de l'attentat de la gare Saint-Charles en 2017, puisqu'il ne devrait pas y avoir de procès. C'est une vraie souffrance pour la famille des victimes. On vous expliquera tout ça dans cette émission. Bonsoir Eric Revel. Bonsoir Nicolas Gallu. Merci d'être avec nous comme Merci de me recevoir. Tous les soirs. Et pour démarrer cette émission, les 2,5 milliards donc de plans de relance qui vont être destinés au territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. L'accord a été scellé, signé ce matin par le président de la métropole, Christian Estrosi, qui est également maire de Nice. Une quarantaine de projets retenus qui seront financés à horizon 2026. Bonsoir Philippe Pradal, merci d'être avec nous ce soir en direct. Vous êtes le président délégué aux finances de cette métropole Nice-Côte d'Azur. Vous avez suivi ce matin en visio cette signature. Quand je dis que 2,5 milliards d'euros sont sur la table, est-ce que les chiffres déjà sont bons et à quoi va servir cet argent en fait? Alors les 2,5 milliards, c'est le montant de l'engagement de la métropole, des communes qui la composent et des différents satellites comme Cérégie, de l'eau, des transports, etc., sur un investissement à horizon 2026, comme vous l'avez indiqué. L'aide de l'État qui va venir accélérer pendant 2 ans ce projet d'investissement et à titre des subventions proposées à la métropole de 70 millions d'euros. Alors quels sont les projets Quels sont les projets qui vont être financés, Philippe Pradal, par exemple? Alors les projets, ils sont multiples, puisque l'aide de l'État ne se limite pas à ce qui est subventionné à la métropole, il y a des aides propres. Et sur les projets qui sont subventionnés à la métropole, il y a notamment la décarbonation de notre flotte de transport, il y a d'importants travaux sur des réseaux d'eau et d'assainissement, et puis il y a des travaux sur des infrastructures. Mais l'État va aussi s'engager à faire des travaux sur son patrimoine propre, notamment dans les universités. Il va complètement rénover les campus Trotava et Valrose, notamment pour ne plus en faire des passoires thermiques, et à les rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus respectueux de l'environnement, parce que ce contrat a vraiment pour vocation d'aider à l'investissement pour aménager la transition écologique. Et puis des investissements sur les structures ferroviaires, parce que le train, et on l'a vu notamment au moment de la tempête Alex, c'est bien souvent une solution en matière de mobilité, lorsqu'un certain nombre d'autres moyens ne sont plus accessibles. C'est donc l'ensemble de ces éléments qui sont subventionnés et c'est l'ensemble de ces projets qui sont soutenus. Alors, vous avez évoqué l'enveloppe qui sera donnée directement à la métropole par l'État, mais en réalité, si on cumule tout ce qui sera financé, y compris sur les travaux propres de l'État, on est à plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être investis sur le territoire. Exactement. On est en investissement direct à plus de 200 millions d'euros. Et si on prend la totalité, le Premier ministre l'a rappelé, c'est 100 milliards d'euros qui sont prévus, donc 40 milliards d'euros financés par l'Europe. Eh bien, la métropole Nice-Côte d'Azur a vocation à récupérer de l'ordre d'1 milliard 100 millions d'euros, ce qui correspond peu ou prou au prorata de la population qu'il y a sur le territoire métropolitain Nice-Côte d'Azur par rapport au territoire national. Monsieur Pradal, bonsoir. Quand on vous écoute égrener les différents projets, on a le sentiment qu'il y a un cap vert écologique assez fort dans tous ces projets. Est-ce que je me trompe dans l'analyse ? Pas du tout. Le cap, il est affirmé parce que d'abord, c'est un impératif. Et je faisais allusion à la tempête Alex. On a bien vu quand même que la nature sait se rappeler à nous et sait nous rappeler ce qui est important. Et ensuite, c'est une véritable volonté convergente à la fois de Christian Estrosi, dont l'ambition de faire de Nice et de la métropole une ville verte de la Méditerranée est affirmée depuis longtemps, depuis 2008, et une prise de conscience plus forte peut-être au niveau du gouvernement ces derniers temps, qui vient rejoindre nos projets d'investissement. Nous n'avons pas attendu le plan de relance pour construire des lignes de tramway et pour repenser la mobilité et pour la rendre plus respectueuse de l'environnement notamment.
nous sommes heureux de voir que ce contrat nous permettra d'accélérer et d'accentuer cette dimension. Vous avez évoqué certains des projets, donc le critère écologique était essentiel. Est-ce que c'était le principal ou est-ce qu'il y a eu d'autres critères qui ont été pris en compte, évidemment ? Il y a d'autres dimensions. Il y a d'abord la dimension de rapidité, puisque l'État n'accepte d'engager des subventions que sur des projets qui doivent être engagés dans les 24 mois qui viennent. Donc il faudra aller extrêmement vite. Et c'est pour ça que nous sommes bien contents d'avoir travaillé sur les dossiers en amont et, entre guillemets, de ne pas avoir attendu la subvention de l'État pour engager. Mais il y a d'autres critères aussi. La notion de la sécurité a été très importante et un engagement très fort de l'État est acté au niveau du projet de l'hôtel de police mutualisé, police municipale, police nationale, sur le site de l'ancien hôpital Saint-Roch, où c'est un investissement de l'ordre de 200 millions d'euros que l'État va réaliser. Donc, cap écologique, cap de l'efficacité, de l'efficience, cap de la création d'emplois sur le territoire, puisque c'est près de 25 000 emplois qui pourraient être créés ou soutenus par cela, et cap de la sécurité, parce qu'il faut aussi inventer la sécurité de demain sur l'ensemble des territoires, et nous sommes heureux que la métropole puisse paraître en pointe sur ce sujet. Monsieur Pradal, quand on parle d'écologie, on parle souvent dans notre région, dans les Alpes-Maritimes, de protection aussi du littoral. On a une belle mer Méditerranée. Est-ce qu'à ce stade, il y a des projets finançables qui pourraient intéresser ce littoral ou la mer en général ? La protection des milieux marins se fait dans notre approche principalement par la protection de ce que nous y rejetons. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est effectué pour l'amélioration des usines de traitement d'assainissement, pour le raccordement quasiment complet qui est aujourd'hui fait sur le territoire métropolitain, et pour ensuite rendre ces usines d'assainissement, ces usines d'épuration les plus efficaces, les plus respectueuses, les moins énergivores, et permettant de sortir des effluents de très grande qualité. C'est déjà aujourd'hui le cas, mais l'idée aujourd'hui est que ces usines soient encore moins énergivores et encore plus efficaces, et soient en mesure de prendre en compte des événements climatiques exceptionnels, parce que ces usines traitent de l'eau, donc quand il y a des afflux d'eau importants, il faut qu'elles soient résilientes par rapport au fait qu'elles peuvent se trouver, entre guillemets, noyées par des volumes extrêmement importants et inhabituels. Merci beaucoup Philippe Pradal, président délégué aux finances de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc après cette ratification du plan de relance pour le territoire métropolitain dans les Alpes-Maritimes, vous étiez en direct ce soir et accompagné de Claudia Olivier. À très bientôt Philippe Pradal. C'est un plan de relance qui concerne l'État, évidemment. Alors là, on retrouve peut-être aussi la bonne entente de Christian Estrosi avec le gouvernement, qui a salué d'ailleurs l'action de Jean Castex au moment de cette ratification. 100 milliards qui sont sur la table donc pour relancer, pas que l'économie finalement. Oui, pas que l'économie, avec une forte composante verte, on l'aura compris, dans notre région comme ailleurs. Et c'est vrai qu'on a l'impression que l'exécutif, le gouvernement, accélère le pas sur le décaissement de ce plan de 100 milliards d'euros. Je vous parle de ce plan français parce que vous savez que j'attends toujours avec impatience que le plan européen de 700 et quelques milliards d'euros soit voté, soit mis sur la table pour relancer également l'économie de chaque pays. Mais comme le rappelait M. Pradal, il y a une composante dans le plan français de 100 milliards, il y a une composante européenne de 40 milliards d'euros, donc c'est déjà ça. Et puis il y aura, quand les Européens le voudront, un plan plus massif encore qui viendra de Bruxelles. Parmi ces projets qui vont être financés sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, le téléphérique qui va rallier Saint-Laurent-du-Var et Nice. Le Var sépare les deux communes, le fleuve Var. C'est un projet qui est ambitieux mais qui divise le conseil municipal laurentin. Les explications sont signées Marie Justo. Un téléphérique entre Nice et Saint-Laurent-du-Var, c'est le pari des deux communes. Abordé en conseil métropolitain, ce projet colossal permettrait de désengorger les axes routiers et de relier la rive droite du Var à la rive gauche. Pour Saint-Laurent, cela permettrait de rattraper le retard en termes de mobilité pour le premier adjoint au maire. Ce téléphérique s'inscrit dans un schéma plus global, avec d'un côté la création de la T4, le tramway qui va se trouver sur le sud de la commune de Saint-Laurent-du-Var, et là également de créer donc un transport par câble qui sera accompagné de la création d'un parking relais afin que les gens puissent stationner pour prendre le téléphérique, et ça permettra donc de relier directement les Laurentins à la T2 de Nice, et qui ensuite permet d'aller du port de Nice jusqu'à Ikea ou à l'Alliance Riviera. Une mobilité douce, 800 mètres de distance reliés par câble suffisamment haut pour ne pas mettre à mal le Var et la biodiversité du site classé Natura 2000.
C'est un transport en commun vraiment fiable, sûr et totalement écologique. C'est vrai que par rapport au contexte qu'on a avec le Var, en termes de la zone Natura 2000, la biodiversité, c'est vrai que le transport par câble permet vraiment d'apporter des réponses à des équations qui sont souvent impossibles pour d'autres transports en commun. Donc là, on a un Var, on a un fleuve et en tout cas, dans le cadre de la concertation, ce qui va être débattu, c'est ce téléphérique avec seulement 2 pylônes, 2 stations et vraiment en termes d'écologie et en termes de mobilité, on avance terriblement sur ces questions-là. Un projet néanmoins qui divise. L'élu d'opposition du Rassemblement national, Brian Masson, le qualifie d'inutile et de bien trop coûteux. 40 millions d'euros qui pourraient être injectés dans l'économie laurentine et rembourser la dette. Avec ce chiffre, on pourrait rembourser notre dette et ainsi diminuer les impôts des Laurentins. Non, on décide d'installer un gadget. On décide d'installer un petit gadget qui est le téléphérique d'une hauteur minimale de 40 millions d'euros pour quel projet? Est-ce qu'on parle de désengorger la ville? Non. On parle simplement d'un gadget, d'un outil de communication au service de la métropole. Mais on parle d'une alternative. On veut mobiliser l'argent et l'investissement de la métropole et de la commune dans un vrai projet de désengorgement de notre commune avec un pont autoroutier à travers le Var au niveau du parc d'activités Laurentin. Et pourquoi pas faire passer le tram au nord de la ville comme c'est le cas dans divers projets des élus de l'opposition. Marc Orsatti, élu de gauche à la mairie de Saint-Laurent-du-Var, préférerait, lui, un pont avec un tramway, un prolongement de la ligne 4 qui arrivera début 2026. Ma proposition, qui serait beaucoup plus concrète, ça serait d'abord un pont qui traverse le Var avec le tramway, avec en doublant effectivement le parking de l'esplanade du Levant et un tramway qui poursuive son cheminement jusqu'au bout de la zone d'activité où il y aura un second parking de rétention qui prendrait en charge d'abord tous les gens du secteur et tous les gens qui descendraient de la Gotte Saint-Janet et qui veulent utiliser le tramway en passant par le pont du Var pour rejoindre Nice. La concertation publique pour ce projet commencera en septembre prochain pour une livraison en 2025. Voilà, donc projet qui fait débat, qui fait parler évidemment. Et Eric, pour clore cette page économique, bien qu'avec les restaurateurs, il en sera quand même assez question, votre édito, malheureusement, va nous parler du peu de succès des entreprises françaises. Oui, je voulais vous parler d'innovation. Alors on sait que dans les Alpes-Maritimes, dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var, on a des grands pôles d'innovation. Je pense bien sûr à Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes, au pôle de compétitivité dans les Bouches-du-Rhône ou encore à la Toulon-Var Technologie sur le territoire varois. On y développe des innovations, on y fait du Smart Deal, du Green Deal, on met à l'honneur la fameuse intelligence artificielle. Pourquoi je vous parle d'innovation? Parce qu'on est dans une région qui a pris l'innovation à bras-le-corps. Or, quand vous regardez les classements des grandes entreprises mondiales, chaque année, il y a un top 50 des grandes entreprises innovantes dans le monde. Eh bien, il y a 0 entreprise française. Grosse percée, évidemment, des laboratoires qui ont mis au point des vaccins, qui font leur entrée fracassante dans ce top 50 des entreprises innovantes. Très bonne tenue de toute l'industrie technologique américaine, les GAFA, les Amazon, les Apple, mais aucune entreprise française. Or, on le sait dans ce territoire, on le sait à Sophia Antipolis, on le sait à la Toulon-Var Technologie, l'innovation d'aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires de demain et ce sont les emplois d'après-demain. Alors, petite idée, mon cher Nicolas, comme ça, en tête, peut-être que certaines grandes entreprises françaises qui en manquent visiblement d'idées en matière d'innovation pourraient venir de temps en temps dans le sud pour voir comment on fait à Sophia Antipolis, dans les pôles de compétitivité des Bouches-du-Rhône ou encore dans la Toulon-Var Technologie du territoire varois. Effectivement. C'était l'édito d'Éric Revel. Évidemment, la situation des restaurateurs. On parle de la date du 15 mai pour rouvrir les terrasses. On attend une annonce plus ou moins officielle pour pouvoir réautoriser la profession qui s'impatiente véritablement. On va en parler dans quelques instants avec notre invité Frédéric Jean-Jean. Mais avant cela, reportage dans le Var où les restaurants de plage sont prêts dans les starting blocks. Marion Colangelo. Sur la plage de Saint-Clair au Lavandou, tous ne sont pas là que pour se prélasser en cette période de confinement. Ici, on assemble les dernières palettes du plancher et on peaufine la peinture des façades. Un moment important qui chaque année demande beaucoup de temps, d'argent et de travail. Car malgré les circonstances, il faut se tenir prêt pour la réouverture. On est en plein préparatif, on est en train de remonter les cabanes qui ont été hivernées tout l'hiver. Et on espère ouvrir très bientôt et on est solidaire avec tous les restaurateurs qui ont été fermés.
Chaque fois, c'est beaucoup de temps, c'est pour bien faire, puisqu'on repeint tout, on renettoie tout, il faut bien 3 semaines, 1 mois de montage et de grutage et voilà, et c'est un coût important. Ce restaurant entame sa 5e saison. Habituellement, il est ouvert en cette période de vacances scolaires. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement pour la 2e année consécutive. Sabine attend donc les annonces du gouvernement avec impatience. Habituellement, nous sommes ouverts à cette période. C'est les vacances d'ailleurs et c'est des moments où il y a beaucoup de monde. L'année dernière, nous avons ouvert le 2 juin. Et nous avons fait quand même une belle saison. Mais bon, c'était... et cette année, je crois que ça va être la même chose, malheureusement. Comme ici, de nombreux établissements de bord de plage sont en train de finir leur montage et sont également à la recherche de personnel pour assurer la saison d'été 2021. Alors avant de rejoindre Frédéric Jean-Jean, juste un commentaire, Éric. Est-ce que le gouvernement marche sur des œufs sur cette question de la réouverture des terrasses? Parce que maintenant qu'on leur a fait miroiter, entre guillemets, ça va être compliqué de leur dire non, il faut encore attendre. Alors il marche d'autant plus sur les œufs, Nicolas, pour reprendre votre expression, qu'il y a une réunion qui a commencé il y a 3 quarts d'heure maintenant à l'Élysée autour du chef de l'État avec une dizaine de ministres pour voir dans quelles circonstances, avec quel protocole, pour ne prendre que l'exemple des terrasses, ces terrasses pourraient réouvrir. Pour l'instant, je regardais, il n'y a pas d'informations qui filtrent. On ne s'attend à aucune communication ce soir autour et du timing mi-mai pour la réouverture et des protocoles qui seraient mis en place, mais je suis persuadé que des infos vont fuiter. En tout cas, il y a cette réunion qui se tient autour du chef de l'État, alors qu'on vaccine comme on peut, alors que la Covid est toujours là. On nous parle beaucoup de Covid, mais on nous parle aussi de réouverture. Alors je ne sais pas si c'est pour faire patienter ou si vraiment il y a un plan d'action. On le saura dans les jours qui viennent, mais visiblement pas ce soir à l'issue de cette réunion. Et du coup, vous pensez que le gouvernement a d'autres choix que d'autoriser le 15 mai parce que ça va faire grogner sinon? Oui, d'autant plus que le chef de l'État s'y est engagé quand même. C'est lui-même qui a parlé de la mi-mai. Donc on ne voit pas trop comment les choses pourraient se passer différemment. Bon, il peut encore se passer beaucoup de choses sur le plan de l'épidémie d'ici le 15 mai, c'est vrai. Mais le chef de l'État a mis sa parole sur la table et je pense qu'il est en train de voir avec tous les ministres compétents. Il y a aussi bien Roselyne Bachelot dans cette réunion pour la réouverture des théâtres et des lieux de culture. Il y a la ministre de la Jeunesse et des Sports pour la réouverture des piscines, des gymnases. Donc on pense que chaque ministre est venu avec des protocoles très précis pour pouvoir tenir cet engagement du chef de l'État à la mi-mai. Alors, on a quelques difficultés pour le moment à rejoindre Frédéric Jean-Jean. Donc, ce que je vais vous proposer, ce que je propose surtout à la régie, c'est de regarder le reportage consacré à la vaccination au parc Chano de Marseille. C'est en lien avec la Covid-19. Comme ça va nous permettre d'établir la connexion avec Frédéric Jean-Jean. Le parc Chano qui est donc réquisitionné par la ville pour les secondes injections. Les explications sont signées Yann Telcriado. 588. Allez-y, madame, box 5. Les numéros s'enchaînent et les patients défilent dans ces boxes de vaccination. Le parcours est fluide au parc Chano, fraîchement réquisitionné pour l'injection des secondes doses. Pour optimiser la vaccination, la ville de Marseille a mis en place un nouveau dispositif. Désormais, le plus grand centre de vaccination municipal est composé de 2 sites, le stade Vélodrome consacré à l'injection de la première dose et le parc Chano pour la seconde dose. La première injection s'est faite au Vélodrome. Et hier soir, j'ai reçu la communication que ce matin, je devais me rendre au parc Chano. Je pense que c'est très bien parce que la première injection, j'ai eu très froid dans la file d'attente pour le stade Vélodrome. Alors qu'ici, on peut s'installer. Il y a une certaine distanciation qu'il n'y avait pas là-bas. Nous, on est allés au Vélodrome, quoi. On m'a dit porte 8. Et puis après, on nous a dit non, ils ont changé, il faut venir là. Voilà. Franchement, c'est grand. Mais ça va vite en plus, c'est super bien. Un parcours rapide, 22 minutes exactement. Là, on a un parcours unique qui fait 22 minutes pour pouvoir se faire vacciner. Vous avez vu, c'est une marche en avant. Au Vélodrome, on est plutôt sur une moyenne à 35 minutes, qui est déjà très élevée. Quand vous entendez les autres centres, ils vous parlent de 2 heures de parcours. On a un système de suivi des flux en temps réel. Et donc on appelle du personnel en plus. Et nous-mêmes, marins-pompiers, nous avons la capacité de vacciner. Donc s'il faut d'un seul coup rajouter 4 piqueurs, on appelle 4 piqueurs et les piqueurs viennent piquer. Ce n'est donc pas le personnel qui manque, mais les doses. Le maire de Marseille a fait part de son inquiétude quant à l'approvisionnement des vaccins pour les semaines à venir. Aujourd'hui, on vaccine en première injection 2500 personnes. Dans 42 jours, il nous faudra 2500 doses. Mais continuez à assurer les premières.
Et vous comprenez bien que si on a le même nombre de doses, on arrête les premières vaccinations. Parce que Pfizer nous a dit que pour le mois de mai, on aurait probablement le même nombre de doses que pour le mois d'avril. Ce qui veut dire, et vous le comprenez d'ailleurs, qu'on va devoir faire face à de vraies difficultés, c'est-à-dire probablement, dans quelques semaines, avoir moins de doses de première vaccination pour assurer les deuxièmes vaccinations. Donc ce combat, on va le mener ensemble. Pour l'heure, 5000 personnes peuvent être vaccinées par jour dans ce centre, réparties entre le Vélodrome et le Parc Chanot. Voilà, Frédéric Jean-Jean est avec nous de l'UMI dans les Bouches-du-Rhône pour notre dossier consacré à la réouverture des restaurants, en tout cas de leurs terrasses. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a donc cette réunion en ce moment, le disait Eric, à Paris. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que la profession, nerveusement, est prête à ce qu'on ne rouvre pas le 15 mai? Est-ce que ouverture impérative, dernier délai le 15 mai? Écoutez, le président de la République a lancé un rendez-vous donc autour de la mi-mai. Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où le chef de l'État, dans un gouvernement, avec un gouvernement aussi technocratique, aussi centralisé, qui a fait la preuve de son volontarisme, pas forcément de son efficacité depuis le début de cette pandémie, ne ferait pas tout et ne prendrait pas tous les moyens pour faire tenir une parole au chef de l'État qui, rappelons-le, commence à être en campagne. Est-ce que pour vous, c'est suffisant de pouvoir rouvrir les terrasses? On a du mal à y croire parce que ça va quand même amputer une grosse partie de l'activité encore. Oui, ça va amputer une grosse partie de l'activité. On a des professionnels qui n'ont pas de terrasse aussi, il faut se le rappeler. Alors on est en train de faire le forcing auprès des municipalités pour qu'on crée, à l'instar de ce qui s'est fait avec la ville de Paris, des terrasses Covid sur des places, vous savez, il y a des places de stationnement parfois qui ne sont pas utilisées, il y a des abords de commerce qui sont vides, voir comment est-ce qu'on peut faire au cas par cas pour aider les professionnels à fonctionner, à rouvrir. Ça c'est... alors, s'il faut en passer par là pour l'ouverture et que c'est une phase transitoire, je ne vous cache pas qu'en même temps, ça fait de nombreux mois que nous sommes dans l'inactivité. Il va falloir redémarrer, il va falloir remettre le personnel en piste, nous-mêmes, les fournisseurs aussi. Parce que c'est bien beau d'arriver, d'annoncer finalement à telle période ou à telle période, mais encore faut-il que derrière, toute la filière suive. Parce que c'est derrière, quand on nous a fermés les premières fois, on s'est trouvé avec des tonnes de marchandises qui du jour au lendemain se sont trouvées plantées au milieu. Et sur le recrutement des saisonniers, alors, parce que là aussi c'est le flou, j'imagine que vous êtes entre deux chaises, si vous me passez l'expression. Alors, sur les saisonniers, la ministre du Travail, Madame Borne, a précisé qu'ils devaient être embauchés et que le chômage partiel fonctionnerait pour eux. Ceci dit, il ne faut pas oublier que quand on embauche un saisonnier, contractuellement, on lui doit le gîte, le couvert, et donc il faut aussi prévoir les logements. C'est quelque chose d'assez compliqué. Ça ne se fait pas en claquant des doigts d'embaucher des saisonniers. Et selon les activités, ça peut être assez compliqué. On l'a vu en montagne, ceux qui s'en sont bien sortis, c'était ceux qui travaillaient sur les remontées mécaniques. Mais pour l'hôtellerie-restauration, ça a été un peu plus compliqué. Alors on va voir. Maintenant, nous attendons ce qui va se dire ce soir. Nous allons voir quelles vont être les préconisations. Je vous rappelle qu'il y a un document qui avait fuité il y a quelque temps de ça dans un journal du Nord. Ce document était une réponse à la proposition de l'État de nous ouvrir. Ils avaient calculé un laps de temps sur 3 mois et demi. Avec en plus, pour vous dire à quel point ça réfléchit et ça va vite, à Paris et dans les ministères, et avec des bureaucrates et des technocrates patentés, chevillés et validés, eh bien, ils avaient prévu que dans les hôtels, dans un premier temps, on ne pourrait prendre que le petit déjeuner. Parce que si vous dormez sur place, que le matin vous prenez le petit déjeuner, vous ne pouvez pas dîner dans la salle de restaurant le soir parce que vous risquez de vous contaminer un peu plus le soir que le matin, ce qui est tout à fait cohérent. Bon, voilà. Alors quand on voit ce qui est préconisé et proposé, il serait bon que tous ces gens-là fassent connaissance de ce qu'est la réalité, le quotidien des Français dans notre pays, et que Macron ayant proposé la suppression de l'ENA, il va la remplacer par une nouvelle école. Moi je préconise que dans le style
stage qu'ils vont faire, là, vous savez, en début de scolarité, on fait un stage d'insertion, d'initiation, de ce qu'on veut. Pourquoi pas leur proposer de faire 6 mois au SMIC dans un HLM? Ils rencontreraient un peu plus la réalité du bon peuple de France. Monsieur Jean-Jean, puisque vous parlez de réalité, j'aimerais être assez terre à terre. On parle donc de réouverture des terrasses. Bon, on est dans une région où il y a du soleil et où le printemps est agréable, mais une terrasse, c'est aussi sujette au vent et à la pluie. Donc ça peut vouloir dire que même si vous ouvrez les terrasses, elles n'auront pas 100% d'utilité. Puis deuxième question, si vous rouvrez votre restaurant et qu'il a une terrasse, la salle intérieure, elle ne peut pas servir. Mais vous avez besoin de personnel. Est-ce que c'est suffisant le chiffre d'affaires généré par une terrasse pour remettre tout son personnel en activité ? Alors, si on s'en tient encore une fois aux engagements du gouvernement, Monsieur le maire nous a bien dit et bien précisé depuis le début que les aides seraient réduites progressivement au fur et à mesure que l'affaire progresserait en chiffre d'affaires. Parce que nous l'avons dit dès le début, on ne va pas en claquant des doigts du jour au lendemain s'imaginer que nous allons redémarrer l'activité comme si de rien n'était. Il va y avoir une phase de transition, parce qu'effectivement, si on diminue les surfaces de vente, si certains ne peuvent pas ouvrir, il faut que les aides, comme le chômage partiel, soient maintenues. D'ailleurs, sur le chômage partiel, il serait bon qu'on revoie encore un peu la copie, parce que les congés payés, on a eu 10 jours de congés payés qui ont été pris en charge. Ceci dit, ça fait bientôt 1 an. Et ça fait un peu plus, ça fait 5 semaines. Alors il serait bon quand même qu'on allonge un peu plus la chose, parce que c'est nous qui les payons. C'est nous qui les payons, les entreprises, sans avoir les recettes qui vont avec. Frédéric Jean-Jean, ces informations d'Agathe Lambré, notre consoeur de BFM, qui indique que devant les maires, Emmanuel Macron a maintenu son objectif de réouverture la mi-mai, des terrasses et des musées. Soyons pragmatiques et prudents, il a dit, et il fixe ensuite 3 semaines après donc, cette date pour envisager la deuxième phase de ces réouvertures. Voilà ce qu'a dit donc Emmanuel Macron aux maires il y a quelques instants. Écoutez, on s'en tient à ce qui avait été annoncé. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut envisager d'aborder la période estivale en ayant les établissements fermés. Ce serait une folie. On va aller au bout des choses. Vous savez, on vit au quotidien. Moi, j'étais l'autre jour place de l'Opéra. Il y avait près de 150 personnes qui étaient assises sur le parvis par terre, là, devant l'Opéra de Marseille, et qui étaient en train de manger assises par terre. On aurait dit un banc de mouettes à la période de la reproduction. Franchement, c'est quand même mieux de venir s'installer sur une terrasse avec un protocole sanitaire, avec une distanciation sociale, avec des gestes barrières, et que les choses se passent pour le mieux. Pas faux, pas faux. En tout cas, l'argument on sait dorénavant qu'à Marseille, les mouettes aiment l'opéra. Merci beaucoup Frédéric Jean-Jean, secrétaire général de l'UMI dans les Bouches-du-Rhône, pour votre réaction ce soir, et donc ce calendrier a priori maintenu selon les informations qui commencent à filtrer. Nous allons rester à Marseille, mais d'abord juste peut-être évoquer quand même cette info. Là aussi, officiellement, on a dépassé le cap des 100 000 décès dans notre pays liés à la Covid-19. L'INSERM qui dit d'ailleurs que c'est même un peu plus. Il y a une divergence. Oui, parce que vous avez tous les gens qui malheureusement sont morts chez eux. À domicile. Et il y aurait 17 000 personnes. En fait, on en serait à 117 000 depuis quelques semaines, malheureusement, de victimes du Covid. Mais donc la barre, en tout cas officielle et symbolique, est dépassée. Je le disais, on reste à Marseille pour ce qui s'est passé hier soir, cette course-poursuite qui a dégénéré. Un homme est blessé grièvement à la tête après des coups de feu tirés par un policier. C'est Cindy Chevaux qui vous raconte les faits. Il est 22h ce mercredi soir au départ du 12e arrondissement de Marseille. Un véhicule volé essaye d'échapper à un contrôle policier. À bord, les 3 individus prennent la fuite. Prise en chasse par un équipage de la BAC, la voiture des suspects termine sa course dans le 14e arrondissement, avenue Salvador Allende, où la compagnie de sécurisation et d'intervention arrivée en renfort a dressé une herse au sol pour stopper les fuyards. Les 3 hommes tentent alors de forcer le barrage, mais un policier du CSI utilise son arme et tire à plusieurs reprises en leur direction. Le conducteur âgé d'une vingtaine d'années est alors grièvement blessé à la tête et très vite pris en charge par les secours. Les 2 autres fugitifs
fugitifs ont été arrêtés et directement placés en garde à vue. Un policier a également été légèrement blessé dans le choc avec la voiture en fuite lors de son immobilisation. Pour l'heure, le pronostic vital du conducteur est toujours engagé. À noter que les 3 suspects ne sont pas connus des services de police. Une enquête IGPN a été ouverte afin de déterminer si les conditions de légitime défense ont bien été respectées. Voilà, donc pour cette course-poursuite à Marseille, et Eric, hier à Nice, un problème également des échauffourées dans la cité des Moulins, où les policiers qui tentaient d'intervenir ont été pris à partie par un groupe d'individus qui ont jeté des projectiles. Voilà. Je ne sais pas si ça vous inspire. Non, je pensais à Marseille parce que malheureusement, c'est assez, pas routinier, mais enfin, on a quand même ce genre d'événement assez. De manière assez courante à Marseille. Je pense à ça parce que parfois ce genre de fait s'exporte ailleurs, hein, parce que vous l'avez sans doute noté, il y a 3-4 jours, un voyou marseillais a été visiblement abattu lors d'un règlement de compte dans le 16e arrondissement de Paris, et comme on dit, il était très défavorablement connu de la police, cette personne, et parfois ça se passe à Marseille, et parfois ça se passe en dehors de Marseille. Oui, et d'ailleurs la Provence, puisque Guilhem Ricavi est avec nous, le directeur des rédactions, a communiqué cette information dans l'après-midi, plusieurs interpellations, 3 je crois, si je ne dis pas de bêtises, liées justement à ces affaires de règlement de compte. Bonsoir Guilhem, merci d'être avec nous en direct. Une question, avant de parler, plusieurs d'ailleurs, avant de parler de ce qu'il y aura dans le journal demain, autour de l'attentat de la gare Saint-Charles en 2017, qui avait coûté la vie à 2 jeunes femmes. Eh bien, il y aura probablement pas de procès. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, puisque vous en avez parlé longuement dans les colonnes du journal ce matin. Oui, effectivement, on s'oriente vers la fin d'un drame sans procès. Alors pour plein de raisons en fait, qui sont cumulées, mais effectivement, on s'oriente vers une absence de possibilité pour les familles des 2 jeunes victimes de pouvoir faire leur deuil, puisque la justice ne dispose pas effectivement des éléments suffisants et nécessaires pour maintenir une action judiciaire dans ce drame qui avait beaucoup ému Marseille. Souvenez-vous quand ça s'était produit. Alors, parce qu'il y avait une personne qui était en prison, qui était suspectée de complicité, et en fait, elle a été libérée. Oui, exactement. C'était un parent de l'auteur de cet attentat marseillais, et qui du coup ne sera pas produite en justice. Donc c'est une affaire qui semble assez incompréhensible vue comme cela, et on se met dans la peau des familles, des victimes et de leurs proches. Mais en tout cas, effectivement, l'affaire va en rester là, et ça sera très compliqué d'aller plus loin. On rappelle que l'auteur des coups de couteau, lui, est décédé. Donc forcément, il ne peut pas être jugé. Et on a lu et entendu aussi toute la détresse des familles, notamment le papa de l'une des 2 victimes. Et effectivement, le deuil qui est d'autant plus compliqué. Le deuil qui est d'autant plus compliqué. C'est vrai que l'auteur des faits avait été neutralisé sur place au moment du drame, mais c'est vrai que les familles attendaient quand même que la justice se penche sur la question des dysfonctionnements qui auraient pu conduire à cette situation, puisqu'on sait que l'auteur des faits avait été déjà aperçu et était connu déjà dans la région lyonnaise. Donc il y a quand même cette difficulté aujourd'hui de se dire que cette affaire n'ira pas plus loin. L'auteur des faits n'est plus vivant, mais en tout cas il n'y aura pas d'autres éléments, il n'y aura pas de décision finale qui fait que les familles pourraient effectivement maintenant faire le deuil de ces disparitions tragiques. Voilà, ça c'était pour l'édition du jour de la Provence. Demain, au menu, mon cher Guilhem, qu'y a-t-il ? Alors pas mal de choses dans le journal de demain. On revient notamment sur la visite de Florence Parly, la ministre des Armées, qui était en toute fin d'après-midi. Oui, en ce moment même. Exactement, du côté de Marignane, chez Airbus Hélicoptères. Alors sa venue était intéressante pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle venait officialiser et confirmer la commande d'hélicoptères pour l'armée française auprès du constructeur pour un montant de 300 millions d'euros. Et pourquoi est-ce que cette commande est importante ?
Alors, au-delà du fait que c'est pour équiper les militaires français d'outils modernes de combat, eh bien, c'est aussi une mesure économique qui est menée. C'est d'une certaine façon une solution pour l'État d'apporter son soutien à une filière qui est en souffrance. Vous vous en doutez bien, avec cette crise du coronavirus, l'aéronautique, les petits avions et les petits hélicoptères se vendent beaucoup moins bien. Et le constructeur européen, le constructeur français donc, eh bien, a prévu qu'il y ait un trou d'air, sans mauvais jeu de mots, dans ses carnets de commandes à l'horizon 2022 et 2023. Et en anticipant cette commande, eh bien, l'État français, au travers de son ministère des Armées, apporte son soutien justement à la filière. Et l'État passe commande un peu plus tôt que prévu, eh bien, pour aider l'entreprise à traverser des mois qui vont être difficiles puisque les commandes sont beaucoup moins nombreuses. Voilà, et on reviendra nous aussi sur cette visite demain dans le Grand Direct avec les images de Florence Parly chez Airbus Hélicoptère. Vous avez le temps pour un deuxième sujet, mon cher Guilhem, demain dans les colonnes de la Provence. Oui, alors il sera question de foot. Vous le savez que le samedi, en théorie, on a notre page gastronomie, mais on en parle également régulièrement dans le journal. Et effectivement, dès demain, on a trouvé la place. Voilà. Alors, on ne peut pas aller au restaurant, ça c'est une évidence. Mais en même temps, on a pas mal quand même d'adresses gourmandes, d'épiceries, de lieux où on peut faire des petites courses pour se préparer à manger. Et demain, il y a une part belle qui est accordée à ces sujets dans nos différentes éditions. Guilhem, je voulais juste avoir votre avis pour terminer. On le disait tout à l'heure avec Frédéric Jean-Jean, le patron de l'UMH Bouches-du-Rhône. Il y a cette réunion qui se déroule en ce moment. Tout le monde se prépare à la réouverture, notamment des terrasses le 15 mai, enfin à la mi-mai, avait dit le chef de l'État. Est-ce que vous sentez bien le coup? Est-ce que cette fois, on va pouvoir espérer un peu? Alors écoutez, on a posé la question dans notre édition d'aujourd'hui à des professionnels du secteur dans le quartier de la Plaine à Marseille, quartier festif et populaire. Alors il y a un véritable paradoxe, c'est-à-dire qu'on a un mois de la date qui avait été évoquée par le président de la République, de la réouverture des terrasses. Et il y a un paradoxe dans la mesure où à la fois ces professionnels se préparent à cette date-là et en même temps ces professionnels sont plutôt circonspects sur la possibilité de véritablement ouvrir au 15 mai. Pour eux, la date semble très difficile et ce ne sont pas les propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui vont les rassurer, car lui, pas plus tard qu'hier, disait que oui, c'était une hypothèse évoquée, mais qu'elle n'était pas sûre. Moi, je suis très dubitatif sur cette possibilité d'ouvrir les terrasses au 15 mai, car on voit encore les taux d'incidence et le taux de circulation du virus, notamment dans notre région sud. Merci beaucoup Guilhem Ricavi. Tout ça, c'est à lire demain dans vos éditions du journal La Provence. À très bientôt et probablement même à demain. Éric, le boom des cours à domicile, c'est le thème de notre prochain reportage. Alors on est en période de vacances scolaires, mais vous allez voir, ça continue. Et depuis le confinement, le premier confinement, eh bien, ils ont explosé parce que forcément, parfois, les élèves sont contraints par leurs établissements de suivre les cours en distanciel et c'est pas toujours évident. Le reportage est signé Claudia Olivier. Un pont 6. Si tu le partages, imagine 6 €. Ce matin, Naël et sa sœur s'attellent à cet exercice de maths. Division, multiplication, problème. Grâce à ce cours particulier, Naël est ravie d'avoir une institutrice à son écoute. C'est différent parce que c'est toujours la même personne qui est à ton écoute et c'est pas toujours une seule maîtresse pour 28 élèves, 26 élèves. Faut pas attendre 30 000 ans à lever la main pour dire la réponse. Expliquer, mettre en confiance, transmettre sont les mots d'ordre de Mallory. Les cours à distance imposés par la crise sanitaire empêchent le lien direct entre les enseignants et les élèves. J'apporte quelque chose aux élèves. Voilà, ça continue. Et ils sont en demande parce qu'ils sont quand même livrés à eux-mêmes face aux machines. L'être humain manque. L'être humain, le pédagogue, en présence comme ça, en chair et en os, oui, ça manque. Ça y est, c'est fini, chérie. Oui, regarde, on a fait tout l'exercice. Pour lutter contre le décrochage scolaire et assurer la continuité pédagogique, cette maman n'a pas hésité à prendre un forfait de plusieurs cours. L'enseignement à distance n'est pas la panacée, on le sait bien. Je crois que s'il y a un moment où on réalise où est-ce qu'il va falloir pondérer, c'est sur cette période-là, des enjeux des transferts de compétences et de connaissances. On est tous touchés par notre travail, mais pareil, les élèves encore plus, à un âge où ils ont besoin d'acquérir le potentiel et le fondement
de ce qu'ils vont faire plus tard. Fermeture des établissements scolaires, cours en visio ou encore chamboulement du calendrier, cette agence de cours particuliers située à Nice a vu sa demande augmenter de 20% depuis un mois. Depuis l'allocution du président en fin de mois dernier, il y a eu une grosse demande, surtout en local. Les parents qui passaient devant l'agence tous les matins et qui n'ont jamais osé franchir le pas de la porte ont osé franchir cette fois-ci, en venant en me disant voilà, il va falloir que vous me trouviez une solution parce que là on se retrouve sur quelques semaines où les enfants vont être seuls à la maison, moi j'ai du télétravail, je dois avancer et je ne veux absolument pas me retrouver dans les mêmes dispositions qu'au confinement dernier de mars dernier. De la maternelle aux études supérieures, une centaine de familles se sont inscrites dans cette structure. Un cours coûte en moyenne une quarantaine d'euros, mais peut être remboursé à moitié par les crédits d'impôt. J'ai dit les cours à domicile, c'était bien sûr les cours particuliers. Je crois que le domicile était... Oui, non, il ressemblait étrangement quand même à une salle de classe. Alors, ça inclut aussi les cours à domicile, mais évidemment, on comprend, les parents qui ont les moyens, parce que même si c'est remboursé à moitié par le crédit d'impôt, c'est pas à la portée de tout le monde, mais on imagine que ça sécurise quand même beaucoup à la fois les parents et les élèves. Oui, ça sécurise sur le contact avec le pédagogue, comme on disait, comme Claudia, Olivier disait dans ce reportage. Puis ça a aussi à mon avis, une autre façon de très bien moduler pour les enfants, c'est qu'en réalité, quand vous avez des parents qui sont en télétravail chez eux, même si le digital pour les enfants fonctionne et que les appartements ne sont pas très grands, c'est très compliqué d'avoir un enfant qui travaille à côté de vous et vous-même qui travaillez. Mais vous l'avez dit, il faut encore avoir les moyens de le faire. Et puis, il faut aussi que les enfants aient envie de s'y atteler. C'est pas si simple que ça. Là, on est en pleine période de vacances. Donc voilà, un enfant qui va même en cours particulier pendant les vacances, ça doit donner sujet à quelques discussions. Effectivement, même quand on ne suit pas des cours particuliers, on a quelquefois des devoirs pendant les vacances. Même si le dispositif des devoirs à la maison a été abandonné dans certaines académies, voilà, on travaille toujours en général quand même pendant les vacances. On va parler des Rolling Stones dans pas longtemps, mon cher Eric, parce qu'ils vont passer une petite tête à Marseille, en tout cas au travers d'une grande exposition à l'Orange Vélodrome. Mais alors, avant les Rolling Stones, il y a un autre groupe qui va tenter de jouer une belle partition ce week-end. C'est l'Olympique de Marseille qui va affronter Lorient, l'OM qui est toujours en chasse d'une place européenne. Et le calendrier est plutôt favorable en cette fin de saison. Valentin Rodriguez. Un boulevard vers l'Europe, c'est la question que l'on peut se poser au vu des prochains matchs pour les Marseillais. La réception de Lorient ce samedi, 17e, sonne le début d'un calendrier abordable jusqu'à la fin de la saison pour les Marseillais. Les 6 adversaires restants pour les Olympiens sont classés entre la 10e et 17e place. Pour Sampaoli, la priorité est de continuer à travailler. En los números, el papel del calendario tiene mucho que ver, indudablemente lo que usted dice es muy... Tous ces chiffres, tous ces calculs comptent évidemment, mais on doit vraiment regarder du côté de nous-mêmes, regarder notre travail. Une équipe comme ça, qui change de coach en milieu de saison, ça n'est jamais simple. Ça rend difficile d'assimiler un changement à court terme et ça, c'est un véritable défi actuellement pour nous. Il faut qu'on sache maintenir notre niveau de performance à haut niveau. Aujourd'hui, en plus, on a cet inconvénient à devoir remplacer Alvaro et Tchaletatsar en défense à cause de leur suspension. Certes, le calendrier est défavorable pour nos rivaux par rapport au nôtre, mais nous devons rester avant tout concentrés sur notre travail. Básicamente lo que tenemos que reflejarnos nosotros y hacernos cargo de nuestro momento. 6e au classement, à 3 points de lance, 5e. Les Olympiens vont mieux depuis l'arrivée de Sampaoli, avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Face à eux, des Lorientais 17e, qui luttent pour se maintenir en Ligue 1. Un écart au classement qui ne compte pas pour le défenseur Leonardo Balerdi. Pour moi, tous les matchs sont difficiles. Nous, en tout cas, on le voit comme ça. On rentre sur le terrain déterminé en se disant qu'à chaque fois on joue la meilleure équipe du monde afin d'être concentré au mieux. On sait que nos rivaux ont des calendriers plus compliqués que le nôtre, mais nous, on pense que chaque match est difficile et ce, dans l'objectif de se qualifier pour l'Europa League. Une Europa League pour laquelle l'OM n'a pas joué depuis 3 ans. Pas un objectif pour Jorge Sampaoli, qui veut rester focalisé sur le style de jeu de son équipe. Peut-être que je ne me suis pas bien expliqué à ce sujet. Nous, on n'a aucune ambition à ce niveau-là du classement. On est encore en train de travailler.
Les matchs qui arrivent sont encore pour nous des matchs d'évaluation, de formation. Si les résultats nous mènent à un classement, très bien, mais le classement en soi n'est pas l'objectif. Si je vous dis que ce serait ça l'objectif, ça serait vous mentir. Actuellement, j'étudie les joueurs en vidéo, je les entraîne et l'objectif sera là si la philosophie de jeu que je veux mettre en place est intégrée rapidement. La priorité est de bien jouer pour obtenir ce classement. Les résultats doivent venir d'un style de jeu. En cas de succès face aux Bretons, Marseille mettrait la pression sur Lens, qui se déplace à Brest ce dimanche. Voilà l'Olympique de Marseille qui va donc jouer à l'Orange Vélodrome ce week-end. Le stade Vélodrome qui sera aussi la maison des Rolling Stones. C'est la bonne surprise de la journée. On s'y attendait, mais la confirmation est arrivée. Cette grande exposition intitulée Unzipped, donc au stade Vélodrome, à l'Orange Vélodrome, du 10 juin jusqu'au 5 septembre. Une exposition exceptionnelle que vous présente Mick Jagger en personne. On l'écoute. Salut mes amis, je vous donne rendez-vous à Marseille le 10 juin pour notre exposition The Rolling Stones Unzipped à l'Orange Vélodrome. Vous allez adorer. Voilà, Mick Jagger, figure emblématique des Rolling Stones, évidemment le plus grand groupe de rock du monde. Et pour en parler, nous accueillons le journaliste rock le plus célèbre de France, Philippe Manœuvre. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le parrain de cette grande exposition à Marseille. Avant de parler de l'histoire des Rolling Stones avec notre région, Marseille, mais aussi la Côte d'Azur, peut-être pouvez-vous nous expliquer ce qu'on va retrouver dans cette très belle exposition, des documents très rares. On va s'immerger dans la vie du groupe le plus célèbre du rock du monde. Voilà, un groupe qui a commencé en 1962 et l'expo commence par une reconstitution du premier petit appartement où Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones ont appris à jouer ensemble et ont étudiaient les disques de blues qui faisaient leur admiration parce que c'était des gamins qui avaient un rêve, ils pensaient que le blues était une musique qui pouvait passer à la radio et qu'on pouvait construire une musique blues à une époque qui était totalement pop. Le blues, ça datait des années 1926, vous voyez, personne ne pensait que le blues allait devenir vraiment la forme musicale qui passionnait les jeunes. Et puis après, il y a 12 autres salles où on voit les costumes de scène, on voit les guitares, on voit la batterie de Charlie Watts, on voit les posters de toutes les tournées mythiques, on voit les variations sur le fameux logo des Rolling Stones, la grosse langue rouge là, qui a été dessinée par un petit étudiant en art graphique en 1969 et qui depuis est devenu le logo le plus connu de la planète. Et puis, ouais, vous l'avez dit, c'est immersif. C'est-à-dire que par exemple, quand on présente une guitare de Keith Richards, et derrière, il y a un énorme écran, on voit Keith Richards jouer de cette guitare en question. Quand on présente les vêtements, que ce soit les vêtements à la ville ou à la scène, on voit les films où on les voit vêtus de cette façon, on voit les pochettes qui ont été refusées par les Rolling Stones, on voit les pochettes qui sont sorties. Enfin vraiment, c'est un travail rare, précieux. Les Rolling Stones ont sorti 400 objets de leur coffre au trésor. Et je pense que tout l'été, du 9 juin du 10 juin au 5 septembre, à l'Orange Vélodrome, dans les salons de l'Orange Vélodrome, il va y avoir 2500 mètres carrés consacrés aux Rolling Stones. Et ça se termine par un concert à Cuba, où on se retrouve littéralement sur scène avec eux, parce que on est dans une espèce de boîte vidéo, on a l'impression d'être derrière le batteur, d'être à côté de Keith Richards, et on voit les réactions du public, c'est assez dément, c'est vraiment une exposition, qu'on soit hyper fan des Rolling Stones ou qu'on les ait vus 2 ou 3 fois dans sa vie en concert, l'exposition est sensationnelle. En tout cas, vous l'avez bien vendu, Philippe Manœuvre, parce que vous donnez vraiment envie d'y aller donc à partir du 10 juin. Marseille, c'est une évidence aussi pour les Rolling Stones, ils y sont venus plusieurs fois, notamment avec un concert mythique en 66, où ça dégénère un peu quand même au départ. Voilà, c'était à la salle Valier, c'est la première fois que les Stones venaient, ils faisaient 2 concerts dans la journée, et le deuxième concert, les Marseillais ont explosé. Ils sont devenus littéralement fous de bonheur. Et j'ai interviewé un garçon qui m'a dit « mais c'est moi qui ai lancé ma chaise ».
Et malheureusement, elle est tombée sur Mick Jagger, mais j'étais pas un punk qui voulait arrêter le concert, j'étais juste un fan des Stones qui voulait dire c'est le meilleur concert de tous les temps. Et j'ai jeté ma chaise de toutes mes forces, elle est tombée sur Mick. Et du coup, évidemment, le concert s'est arrêté. Et c'est le Jean Sarus, le bassiste des Charlots, qui était le seul à parler anglais, qui a emmené Mick Jagger à l'hôpital de Marseille, où Jagger m'a dit après, j'ai vu des rats. Il y avait des rats qui couraient dans l'hôpital. On espère que ça a changé depuis. On peut penser que depuis 66, ça s'est déjà On espère. Je vais passer la parole à Eric Revel. Juste précise que les Stones ont d'ailleurs donné leur dernier concert en France, à Marseille, à l'Orange Vélodrome. C'était le 26 juin 2018. Oui, absolument. Philippe Manœuvre, oui. J'aimerais revenir sur le concert dont vous parliez là, de mars 2016 à Cuba, qui est à La Havane, qui est l'un des rares concerts gratuits, je crois, des Stones, qui clôturera l'expo. Qu'est-ce qu'il a de spécial, à part le fait qu'il était gratuit et que c'est rare chez les Stones? Il y avait 2 millions de gens qui étaient là. Et puis c'était la première fois qu'ils voyaient du rock, parce que les Cubains, depuis 1956... on ne peut pas dire qu'ils ont entendu beaucoup de disques de rock et que le régime Castro leur amenait la musique. Donc ils se sont pris tout d'un coup, de plein fouet. Les Stones, le rock, le futur, le passé, tout leur est arrivé dessus. Et il y a une véritable ferveur populaire. Les gens sont fous de bonheur quand ils entendent Start Me Up ou Jumpin' Jack Flash. Et les Stones sont tellement contents d'être là que voilà, c'est un petit événement en soi, c'est un concert mythique. Alors pour cette expo qui est un événement, Nicolas Gallup le disait, les 2000 premiers tickets ils sont vendus à 23 €. Alors bon, peu importe, mais je voulais vous poser une question un peu économique, Philippe Manœuvre. Quel est le business model autour de cette expo? Les Stones, ils prêtent pas leurs 400 objets comme ça? Non, évidemment. Mais ça, si vous voulez le business model, il faut demander à Martin d'Argelieu, qui est un peu le directeur du stade, il vous expliquera. En tout cas, c'est une exposition qui marche tout autour du monde, qui fait le tour du monde. Elle est commencée en Angleterre, après elle est partie en Australie, après aux États-Unis. Là, elle revient en Europe. Après l'Europe, c'est Toronto. Je crois que c'est une expo qui fait plaisir à tout le monde. Et qui va signer le retour de la culture aussi chez nous. Voilà, parce que les Stones, vous savez, on adore la Côte d'Azur. C'est quand ils sont partis en exil d'Angleterre en 1970, ils sont venus s'installer à Villefranche. À la Villa Nelcote. Voilà, la Villa Nelcote. Ils venaient souvent à Marseille. Racontez-nous en 2 minutes quand même cet épisode de la Villa Nelcote, parce que on nous regarde aussi dans les Alpes-Maritimes. Ils ont composé l'un de leurs plus grands albums sur place. Ils ont fait le double album Exile on Main Street, qui était un peu leur réflexion sur l'Amérique, sur le blues, sur la country, sur toutes les musiques américaines, le gospel. Donc c'est un disque que les fans adorent. D'abord, ils le préfèrent à tous les autres parce qu'il est double. Il y en a 2 fois plus. Et puis, ça a été fait là, à Villefranche, voilà. Dans une ambiance très sexe, drogue et rock'n'roll. Ah oui, absolument. Absolument. Philippe Manœuvre, vous parliez de l'expo qui a tourné à Londres. Il y avait une belle surprise à Londres puisque ils étaient apparus, les Rolling Stones. Est-ce qu'on aura la même chance lors de l'expo à Marseille de voir un membre du groupe ou Mike Jagger lui-même? Ça va dépendre des conditions coroniennes, parce que là, Keith Richards est aux États-Unis, Ron Wood est en Angleterre, Mick Jagger est en France, donc c'est pas facile de les réunir, mais on les a invités. Et on espère, évidemment, comme toujours, on espère un miracle avec les Rolling Stones. Nous aussi. Nous aussi, on espère ce miracle. Et vous nous prévenez, Philippe Manœuvre, si jamais ils ont prévu de passer une tête, qu'on soit présent donc, dans les salons de l'Orange Vélodrome. Ok, vous serez prévenus, les amis. C'est gentil. Merci beaucoup, Philippe Manœuvre, parrain donc, de cette exposition Unzipped au stade Orange Vélodrome de Marseille. La vie et l'œuvre des Rolling Stones à partir du 10 juin jusqu'à début septembre. C'est vraiment l'un des événements culturels de cette année, donc jusqu'au 5 septembre. Vous voyez cette affiche. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Merci à vous. Et keep rockin'. Merci. À bientôt, Philippe. À bientôt, les amis. Salut. Bel événement, quand même, Eric, avec un ambassadeur. Et quelle tenue, ce Philippe Manœuvre. Oui, non, mais c'est incroyable. Puis alors, plus de science, c'est-à-dire que. Puis l'anecdote de Villefranche est incroyable.
Ah mais je peux vous dire, parce que j'avais lu un long article sur le sujet dans Le Point, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet, qui date de 2010, si je ne dis pas de bêtises, où il raconte par le menu tout ce qui s'est passé dans cette villa exceptionnelle. Et c'est une villa sur les hauteurs de Villefranche, sur le port. Elle est, je vais essayer d'aller voir ça. Elle a une très belle vue mer. Je dirais qu'elle est pas vraiment, non, pas sur les hauteurs, puisqu'on y accède, on voit quand même l'eau. Et puis alors, ça a été des semaines tout ce qu'on peut imaginer dans la vie. Mais la création, c'est ça. D'un groupe de rock. Et ce qu'on peut dire aussi pour terminer, c'est que juin, ça va arriver vite et que ça nous donne un peu de baume au cœur, pas uniquement pour cette exposition-là, mais pour la reprise de la vie culturelle. Si les musées rouvrent bien le 15 mai et qu'en juin, on peut aller dans les salons de l'Orange Vélodrome, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde de la culture. Ça serait formidable. Alors on va terminer ce grand direct avec une petite visite, là aussi, d'un pont suspendu, un pont que va vous faire découvrir Thomas Bernabé. Vous savez, il aime bien parfois prendre la caméra à brûle-pourpoint, la caméra embarquée et tester ce qui se passe dans notre région. C'est un pont qui fait 70 mètres de long du côté de Trans-en-Provence, dans le Var. Et ça aussi, ça risque d'être une attraction touristique dans les semaines qui arrivent. On retrouve Thomas. C'est un nouveau point de vue qui s'offre aux habitants de Trans-en-Provence. Une passerelle himalayenne de 70 mètres de long sur 30 mètres de haut vient d'être inaugurée le week-end dernier. Pour le plus grand bonheur, vous allez l'entendre et le voir, des habitants. C'est sympa, le problème c'est que quand on a le vertige, c'est un peu impressionnant. Elle bouge un peu, mais sinon c'est très sympa. Ouais, c'est fort agréable. Franchement, j'aime beaucoup le concept, c'est super. De faire une passerelle au bord de la rivière comme ça, franchement, j'adore. C'est une bonne chose pour le village, c'est un endroit du village où il y a très peu de monde qui passait. Et du coup en faisant ça, ça permet à plus de monde de venir par-dessus la rivière, à un endroit où personne venait. J'aurais quand même bien essayé de sauter, mais bon... Ça tangue un peu, non? Ouais, c'est vrai. On trouve que c'est super intéressant parce que ça fait permettre de découvrir un petit peu le parc, un peu dans la forêt. Moi qui habite dans le coin, il y avait un accès à l'époque qui était un peu plus difficile, mais bon, pour ceux qui n'arrivent pas à marcher, ils n'avaient pas le choix. Enfin, ils n'avaient pas le choix pour découvrir. Donc ça leur permet un petit peu de voir la rivière et ça fait un peu vivre le tourisme. Ça met surtout du nouveau dans la ville et puis ça fait parler de la ville. C'est très intéressant, c'est joli, mais par contre ça fait peur pour le vertige. Moi j'ai beaucoup le vertige et je sais pas si ça bouge un petit peu. Vous l'avez donc vu et entendu, les habitants sont plutôt enjoués à l'idée d'utiliser cette nouvelle passerelle. Si elle est vouée à attirer plus de touristes, elle est pour l'instant réservée aux seuls habitants de Trans-en-Provence, sous réserve d'être dans le périmètre des 10 km de son domicile et surtout de ne pas avoir le vertige. Oui, c'est ça, je pense, l'élément essentiel quand même, c'est de ne pas avoir le vertige. Je ne sais pas si... moi, j'ai le vertige, moi. Oui, moi, je suis comme vous, je pense que j'aurais du mal à traverser le... Et vous connaissez l'anecdote du pont qui s'écroule quand une personne passe? C'est un pont avec... Il y a un panneau, il y a marqué « une seule personne ». Et le pont s'écroule alors qu'il n'y a qu'une personne qui passe. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'une personne avertie en vaut deux. D'accord. Je ne m'attendais pas à la blague d'Éric Revel pour terminer. Bon, évidemment, ce pont-là, ça risque pas de lui arriver parce qu'il est solide et beau, mais je pensais à ça en voyant ces gens qui avaient un peu le vertige. Alors, on a le temps pour un dernier reportage. On n'a pas pu vous le passer hier et je trouvais que c'était une bonne idée quand même de le montrer. Enfin, Sébastien Lyotard trouvait que c'était une bonne idée parce que c'est lui qui l'a récupéré, pour être tout à fait honnête. Les boîtes de nuit, on en a beaucoup parlé, Eric, elles n'ont plus rouvertes depuis mars dernier. 0 jour de réouverture. Eh bien, un réalisateur marseillais a décidé de leur redonner voix au chapitre dans une web-série. C'est Manon Mujica qui vous dit tout. Les jours se ressemblent, les semaines se ressemblent, les mois se ressemblent. Ça va être extrêmement difficile. Sans la nuit, c'est le nom de cette web-série. Elle est consacrée aux hommes et femmes dont la vie professionnelle s'est brutalement interrompue un soir de 14 mars 2020. La faute au confinement et aux contraintes sanitaires. Derrière la caméra, le réalisateur Nicolas Debru. Il a consacré 3 mois de sa vie à ce projet. Je les ai filmés assez proches pour rentrer un peu dans leur visage, dans leur fatigue, dans leur expression. C'était important de savoir justement où ils en sont. Et surtout, l'émotion, elle vient aussi dans le fait qu'on repart en arrière, qu'on revoit nos soirées, qu'on revoit ces images d'archives qui font mal, hein, parce que qui font mal de plaisir, je dis, parce que qu'est-ce qu'on a vécu avant, hein, c'était incroyable. Et quand est-ce qu'on va retrouver ça? Au total, 20 épisodes au format très court, 2 minutes environ,
À l'écran, des personnes du monde de la nuit qui livrent leur détresse, DJ, programmateurs de soirée ou encore artistes comme Faf Larage. Parmi eux également le patron du Trolleybus, une boîte de nuit incontournable située sur le Vieux-Port. Le lieu est aussi meurtri que nos cœurs. Voilà, il ne vit plus comme nous. Voilà. Là d'habitude vous avez en fixe, vous devez avoir entre 100 et 150 personnes, des jeunes et des moins jeunes qui font la fête. Un décor à milieu des soirées festives qu'ont connues les Marseillais. La boule à facettes ne tourne plus depuis bien longtemps. Les boîtes de nuit, seul secteur du CHR à être fermé totalement et sans discontinuer depuis plus d'1 an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 1 an sans travail, sans vie socio-professionnelle. C'est catastrophique dans une vie d'être humain. C'est catastrophique parce que un métier dans une vie, c'est important. C'est 60% d'un être. On lui enlève ça, on lui enlève ses repères. Et nous, c'est ce qu'on nous a fait. Ça a été un mur soudain. Et l'impact et le choc, on les subit encore. On ne s'est toujours pas remis. C'est-à-dire que dans nos têtes, ça tremble. Moi, dans ma tête, ça tremble encore. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi? Mais comment on va s'en sortir? Des témoignages à visionner chaque soir pendant 20 jours sur les réseaux sociaux de médias locaux, dont celui de Provence Azur. Rendez-vous lundi à 20h pour le premier épisode. Voilà, vous pourrez donc découvrir ça sur nos pages à partir de lundi 20h. C'est la fin de ce grand direct. Merci. Merci Nicolas. Eric, merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Greg Favot, Fabrice Justo, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Passez une excellente soirée sur nos antennes. À demain.